Depuis tout petit, je suis passionné par les châteaux, l'architecture et le patrimoine. De Versailles à Windsor, j'ai traversé des salles immenses, admiré des plafonds dorés et rêvé devant des jardins royaux. Mais au-delà des décors grandioses, il existe une autre histoire, celle qu'on ne montre pas. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'envers du décor. Bienvenue à Thoiry. Bonjour monsieur le comte. Ah, bonjour, s'il vous plaît. Appelons-nous, si ça vous convient, par nos prénoms, ça facilite les échanges. C'est sûr, vous avez raison. Merci de nous recevoir dans ce merveilleux château, avec une belle journée en plus. Ça, le soleil, j'y peux rien, mais j'en suis ravi aussi. Et vous succédez à Henri IV, qui est venu loger dans cette maison, et qui a laissé un souvenir. Alors, par contre, vous ne chasserez pas, lui, il chassait le lion et les ours dans les forêts d'Île-de-France. Et là, dans la tapisserie, il y a une chasse à l'ours de roi Henri IV, et vous voyez, dans la chronique de cour, on raconte que le chasseur qui est blessé sur la droite, il est heureux qu'il ait assuré sa descendance avant l'accident, parce qu'après, il n'est plus pu. Si vous regardez, vous voyez la patte. La patte de l'ours est très mal positionnée, oui. Les ours de Thoiry, rassurez-vous, si vous ne descendez pas de voiture, vous n'aurez pas de problème. Bon, parfait alors. Je suppose que vous avez d'autres choses à nous montrer. Oui. Alors je crois, Paul, que vous nous recevez dans une chambre particulière ici, dans l'histoire du château de Thoiry. Enzo, c'est la chambre des châtelaines. Toutes les châtelaines de Thoiry, il y en a eu 16 générations. Elles se sont succédées ici, et ce lit a protégé leurs amours. Et là, nous avons un couple particulièrement sympathique. Charles de Machaut, le fils du vicaire des Sceaux et ministre des Finances de Louis XV, qui a un régiment sur l'est de la France. Très bien. Son costume de colonel. Et là, c'est son épouse, l'héritière de Thoiry, Angélique de Bausson, qui avait un art fantastique, elle savait écouter. Et il s'écrivait, il s'appelait Mon Petit Chat. Elle parlait de tous les gens qui venaient se confesser à elle, et lui, il parlait de sa vie d'officier à l'Est. Et un jour, il lui dit: je viens de recevoir mon nouveau miroir. Ce serait tellement extraordinaire si je pouvais y voir apparaître votre si joli visage et que nous puissions converser. Il imaginait Skype, mais si on avait eu Skype, on n'aurait pas eu la correspondance. On n'aurait pas eu cette magnifique correspondance qui nous parvient jusqu'à aujourd'hui, oui. Elle est morte après 40 ans de mariage. Lui a survécu encore 17 ans. Et un jour, leur fils dit: Père, vous aimiez tellement notre mère et vous montrez jamais de peine. Mes sœurs et moi, on comprend pas très bien. Alors, réponse du père: votre mère m'a donné tellement de joie que cela emporte tout. Il n'y a pas de meilleur témoignage de l'amour pour une femme, je crois. Moi, il y a un petit détail qui me fait sourire, c'est l'ange dans le lit, qui a les yeux bandés. Ah bah c'est l'amour, avec son arc. Il a les yeux bandés, donc il n'a pas vu ce qui se passait. Mais il a tout entendu. Mais il a tout entendu, exactement. Beau témoignage également. Voilà. Allons. On poursuit ? Alors, on va voir sa grand-mère. Et là, on est encore dans une salle spectaculaire. Ce qui est très beau à Thoiry, c'est très sympathique, c'est d'avoir les fenêtres de deux côtés. On est sur une colline, on a la vue des deux côtés. La transparence des pièces du rez-de-chaussée est une marque de Thoiry. Et là, nous sommes accueillis par la grand-mère de mon petit chat, de l'héritière de Thoiry, Angélique de Marescot, complètement différente. Autant la petite fille était discrète, écoutait, elle était expansive, elle jouait trop d'instruments de musique, à 80 ans elle chassait encore à cheval et à court,
Et quand s'est mariée 3 fois. Quand elle était mariée, elle était une épouse parfaite. Et entre 2 maris, elle savait bien s'amuser. Et justement, là, nous sommes entre 2 maris. Le fils qu'elle a eu de son premier mari a eu une maladie d'enfant contagieuse. D'accord. Et elle, l'apprenant, 3 de ses amis qui la courtisaient viennent à Thoiry et disent « Ah, on peut pas retourner à Versailles, il faut qu'on ait une quarantaine médicale. » Elle a dit « Je vous ai vu venir, vos chambres sont prêtes. » Et ils ont fait une cour d'amour. C'est-à-dire que chaque soir, chacun lisait le poème d'amour qu'il avait composé dans la journée et elle devait choisir lequel des 3 elle épouserait. Et un soir, il y a le portrait qu'on vient de livrer où elle est en costume de moine franciscain. Alors là, je me dis, écoute, t'es bien gentil, t'es peinte en bonne sœur. Nous, on te connaît mieux, tel que t'es au-dessus de la cheminée, en Vénus, déesse de l'amour. Mais en fait, c'était une femme qui avait une très forte personnalité. Quand elle aimait, et quand elle était mariée, donc elle était très fidèle et très bonne épouse, mais entre 2 maris, elle s'amusait très bien. Mais on a le livre dans lequel le manuscrit, La quarantaine du cœur ou de l'esprit, c'est une quarantaine médicale, rue des Plaisirs, place des Agréments, à Libertopolis, à l'enseigne de la fine volupté, place des Agréments, etc. Donc il n'y a pas de télé, mais c'est bien s'amuser. Oui. Et à la fin, elle devait choisir lequel elle épouserait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ne l'intéressait pas. Alors, elle s'en est tirée par une pirouette. Il a dit, si j'épouse l'un d'entre vous, il fera cocu les 2 autres. Entre-temps, vous êtes devenus amis et l'amitié vaut bien l'amour. Son clavecin. Oui, remarquable. Remarquable, oui. Il est de Blanchet et il a été repeint par Huette, célèbre pour ses sages musiciens au château de Champs et à Chantilly. Donc, c'est le seul clavecin qui n'a jamais été restauré, qui a gardé toutes ses mécaniques d'origine. Donc, on a eu l'ordre de ne pas le restaurer, pour ne pas le détruire comme document. Mais il y a une trentaine de copies maintenant dans le monde. Et il est classé? Il est classé. Tout le mobilier de Thoiry est classé. D'accord. Et Edmond et moi-même, mon fils Edmond, m'a dit, papa, on va l'attacher à perpétuelle demeure. Donc notre mobilier a perdu. Il y a des pièces comme celle-ci, comme la tapisserie, qui ont une très grosse valeur marchande. Mais on a renoncé à la valeur marchande, car c'est devenu du décor, mais on pérennise ensemble. C'est ça, vous préservez. Quels que soient nos successeurs, si on a dans la famille ou même un jour en dehors de la famille, le mobilier ne quittera pas. Le mobilier qui a été choisi par les personnes qui nous sourient du haut de leur portrait est attaché à perpétuelle demeure dans le château. Et je crois qu'en plus de ce clavecin, il y a un autre mobilier ici qui, dans l'histoire de la musique, a une importance spéciale pour Thoiry. Oui, c'est Chopin. Chopin qui a donné des cours de piano à la 2e femme d'Anatole de la Panouse, Clémence. Elle avait 18 ans, il avait 23 ans. Pour se faire des sous, il donnait des leçons de musique. Et il lui a offert 2 manuscrits de ses valses, dont un est dans les archives de Thoiry. Donc on a le manuscrit de Chopin. Alors, je descends de la première femme et la manière dont je joue du piano, malheureusement, me prouve qu'il n'y a aucune chance que je descende de Chopin. Mais voilà, donc c'est une pièce d'archive qui sonne. Et qui résonne toujours dans le château. Qui résonne dans le château, qui a été trouvée dans les archives par mon ami, le pianiste américain Byron Janis. D'accord. Alors, on se trouve ici dans une autre pièce du château Thoiry qui est vraiment remarquable. On a une vue qui est dégagée là-bas sur plusieurs kilomètres. On a un jeu de lumière qui est fantastique. Qu'est-ce que ça traduit exactement? Pourquoi on a ce vestibule-là? Alors, Thoiry, qui est le théâtre de l'histoire avec ses archives, le théâtre de la nature avec ses jardins et le parc animalier, est aussi un théâtre cosmique exceptionnel qui est même plus performant que Stonehenge. Le château est le pivot d'un calendrier solaire dont l'horizon est le cadran et les transparences des pièces du rez-de-chaussée sont les aiguilles. Et ça marque la course du soleil dans le ciel au solstice d'été, et tout à l'heure nous verrons une transparence qui correspond aux équinoxes. Thoiry a été construit pour un érudit, Raoul Moreau,
par Philibert Delorme, le très grand architecte classique de la Renaissance, pour mettre en valeur justement tout cela. Et d'une autre chose de cette pièce, c'est que le volume était ainsi fait que la diagonale, qui est ici 18 pieds, la longueur 24 pieds, du coin du plafond au coin du plancher 30 pieds, 18, 24, 30, c'est le triangle de Pythagore, côté 3, 4, 5, surface 6, qui est très remarquable dans la géométrie sacrée, et qui mène au nombre d'or. C'est un hymne à la symbolique des nombres, à la géométrie sacrée, et un temple du soleil. Et c'est donc quelque chose d'exceptionnel que j'ai découvert et que l'on va développer dans l'avenir. Je reçois déjà souvent les druides, les francs-maçons, tous ceux qui sont intéressés par d'avoir leurs rituels qui sont liés à la course du soleil dans le ciel. Ils trouvent que Thoiry est un lieu exceptionnel pour cela. Parfait. Bon, l'histoire de Thoiry n'est pas finie d'être écrite alors. Non. Et justement, on va suivre la prochaine pièce puisque on va encore parler d'histoire. Bon alors on suit justement à nouveau l'histoire et ce couloir en enfilade qui nous mène pièce par pièce. On se trouve encore dans une pièce fantastique avec toujours une tapisserie remarquable à ce niveau-là. Mais là c'est une scène différente. Anzo, c'est le roi Henri IV est venu à Thoiry. Et le roi Henri IV là chassait les lions et les ours dans les forêts d'Île-de-France. C'est le dernier roi de France d'ailleurs qui a chassé des lions et des ours. Oui, c'est peu commun. C'est peu commun et la technique était particulièrement courageuse. Ça consistait à jeter une couverture plombée sur la tête du lion et profiter du court moment où il était aveuglé pour le tuer à l'épée. Alors à Thoiry, je reprends la tradition d'un de mes ancêtres, Henri IV, mais c'est pas pour tuer les lions, c'est pour avoir le plaisir de les admirer. Mais c'est quand même très marrant de se dire que des lions sont toujours sur ces terres aujourd'hui, pas pour la même fonction. Mais la symbolique est belle. Et à Paris, dans le 4e arrondissement, vous avez la rue de l'Hôtel des Lions, c'est là où il y avait la ménagerie du roi. On va aller voir une autre tapisserie maintenant, qui est tout aussi remarquable, même peut-être plus lumineuse en tout cas, plus colorée. Paul m'emmène donc à présent dans le dernier salon ouvert au public. Il m'y montre une splendide tapisserie des Gobelins offerte par le jeune roi Louis XVI. On y distingue près de 2000 nuances du bleu au rouge comme une véritable symphonie de couleurs. La scène, elle, représente un bal tiré de l'histoire de Don Quichotte. Et détail impressionnant, il fallait 1 an de travail pour tisser seulement 1 mètre carré. Il y a une sœur de cette tapisserie qui est dans la salle de réunion du conseil des ministres de Matignon, mais la leur est très passée. Il y a eu trop de soleil. Il y a moins de nuances de rouge et de bleu ? Oui, mais elles sont passées parce qu'elle a été trop exposée au soleil. D'accord. Il est maintenant temps pour moi de quitter le château et rejoindre Edmond de la Panouse, le fils de Paul, pour parler de l'histoire du parc zoologique. Bon alors Edmond, je sors des archives avec votre père et en sortant je suis tombé sur les panneaux, l'histoire du parc zoologique et je me suis dit qui de mieux que le fils de Paul de la Panouse pour nous parler de l'histoire du parc. Alors le parc zoologique, après avoir ouvert le château en 1965, mon père, pendant 2 ans, faisait le guide dans le château pour essayer d'avoir un peu de ressources pour maintenir le domaine, parce que c'était pesant. Le problème, c'est qu'il recevait que du public adulte, dans une quantité qui était assez respectable, parce qu'il atteignait jusqu'à 50 000 visiteurs, parce qu'il y avait très peu de châteaux qui étaient ouverts au public à l'époque. Maintenant était le premier. D'accord. D'ailleurs, c'est ma marraine qui a beaucoup aidé mon père à se lancer. Donc, il s'est dit, il faut faire venir les familles. Pour faire venir les familles, il faut faire quelque chose pour les enfants. Il avait été qu'à Vincennes une fois ou deux, dans sa jeunesse, c'est à peu près tout ce qu'il avait vu d'un zoo. Mais il avait lu beaucoup sur les jardins, à travers les archives du château qu'il avait découvert. D'accord. D'un côté, il avait lu sur les grands jardins des empereurs de Chine,
qui était le fameux palais d'été qui était immense, qui faisait des centaines de milliers d'hectares, où les empereurs faisaient venir des animaux du monde entier et puis les lâchaient dans le jardin. Donc ils se souvenaient de ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il s'était dit, si je veux attirer les familles, il y a 2 solutions. La première, c'est par l'attraction, mais c'est-à-dire qu'on va détruire le jardin qu'on veut préserver. Et à l'époque, donc en 67, il se dit, si je fais un parc d'attraction, le jour où Disney arrive en France, je serai obsolète. Il a senti le truc. L'histoire, il a bien senti que, bien compris que la France est un carrefour le carrefour de l'Europe, donc c'est l'endroit le plus facile pour faire les choses quand on voulait attirer toute l'Europe. Donc il a eu la sagesse de ne pas faire ça, et il s'est dit, avec les animaux, ça sera complémentaire de toute la vision qu'offrent les jardins. Et comme tout le partie de la réserve africaine dans laquelle on est aujourd'hui, c'était la partie de forêt de chasse. Donc c'était une forêt jardinée, donc avec des grandes allées qui étaient des grandes travées qui servaient pour pouvoir voir quand le gibet traversait, pour pouvoir suivre le gibier pour aller chasser à court. Donc ici, je vais essayer de m'inscrire, voilà. Donc il s'est inspiré, par exemple, la façon dont il a fait les routes d'ailleurs, c'est très inspiré des jardins anglo-chinois, avec des méandres et des points de vision pour justement, toujours en méandre pour pouvoir offrir des points de vision là où on veut, quand on veut. Et puis pour la technique pure, il avait fait un tout petit zoo d'abord en 67 avec l'aide de Jean Richard qui était adorable, exceptionnel. Il avait aidé à faire, mais il a fait une fosse à ours, il a fait 2-3 cages. C'était un peu à l'ancienne. Il dit, j'ai de la place, pourquoi est-ce que je les mets dans les cages? C'est pas joli, c'est moche. Puis bon, il a tout fait pour cacher tout ça après. On a encore la fosse à ours, mais elle a complètement disparu. On a mis de la terre dedans. Maintenant, c'est les saïmiris, les petits singes qui sont dedans. Il s'est dit, il y a une autre méthode. Et là, il s'est renseigné et il a découvert qu'en Afrique du Sud, dans les ranchs, les grandes fermes privées, sont aussi des safaris. Ils alliaient des élevages de bovins, d'ovins avec la faune sauvage. Et l'Afrique du Sud régulait tout ça. Le gouvernement de l'Afrique du Sud, déjà à l'époque, régulait tout ça en disant, on comptait les têtes de bétail domestique avec le cheptel sauvage, qui était donc le nombre de koudous, de zèbres, un tout qui pouvait traîner dans ce qui était en propriété. Et tout ça, vous le clôturez avec des clôtures. Le fameux clôture, ce qui fait que les animaux se retrouvent en semi-liberté, même en Afrique. Mais sur des grands territoires où les animaux expriment leur comportement. Et ça, mon père, ça l'intéressait. Il dit, tiens, c'est-à-dire que si on peut avoir des groupes constitués comme en Afrique, si les animaux peuvent exprimer leur propre comportement, si on arrive à faire ça en donnant suffisamment de place, il y a 50 hectares pour la réserve en voiture, une quarantaine pour la partie où on est ici, qui est la partie africaine. Si je lâche mes animaux dedans, ça devrait marcher pareil. C'est un pari, hein. À l'époque, personne ne sait comment ça va fonctionner, comment ça va être réaliste. Donc, il s'est dit, ça peut marcher. Bon, évidemment, il est tout seul avec sa théorie, et il n'y a rien qui dit que ça peut réussir. À l'époque, il s'entendait très bien avec le directeur du zoo de Vincennes, qui est en sous-main et lui donnait des conseils. Par contre, il y avait le directeur des zoos de Paris qui était au-dessus, c'est à l'époque le musée d'histoire naturelle au-dessus, qui lui c'était monsieur Nouvel, professeur Nouvel. Lui, il voyait d'un mauvais œil quelqu'un qui avait concurrencé les parcs de la ville la ville qui étant à Paris, dans la ville de Paris. Et donc il a essayé de mettre des bâtons dans les roues. Là, mon père a dit, était avec mon grand-père mon père avait 22 ans à l'époque, on a la majorité à 21 ans. Donc le patron officiel, c'était mon grand-père, conseiller général. Donc il convoque les deux, père et fils. Le préfet dit, moi j'ai une lettre de professeur Nouvelle qui dit que les animaux vont se massacrer, qu'ils vont attaquer les voitures, ainsi de suite. On peut pas prouver truc. J'écoute pas la presse, je regarde pas la télévision pendant 6 mois. S'il n'y a pas de problème, je vous donne une autorisation. C'est impossible de faire ça comme ça aujourd'hui. À l'époque, les préfets avaient le pouvoir de trancher, ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est comme ça qu'ils ont démarré. Et donc les animaux sont venus d'Afrique. C'est son petit frère, Raoul, qui maintenant s'occupe de toute la partie agricole du domaine, qui est parti en Afrique il y a 18 ans, comme ça, avec un ami qui s'appelait Thibaut d'Orléans, qui était le dernier fils du comte de Paris. Oui, tout à fait. Et ils sont partis en Afrique, au Kenya, aller récupérer. Alors à l'époque, il n'y avait pas de programme européen d'élevage où on échangeait les animaux, il n'y avait rien. On allait voir des marchands en Afrique
Et on a acheté les premiers troupeaux. Et les animaux sont arrivés ici, au bout de la quarantaine, et là, ils alignent toutes les cages. Il y a des images de ça, il y a des photos et on voit toutes les cages de transport. Ouais. Les troupeaux partent dans la réserve. En 15 minutes, les troupeaux se recomposent exactement comme ils étaient partis, avec le mâle dominant et le mâle dominant, les femelles et tout, les groupes de femelles, les groupes de mâles qui se mettent sur le côté, et le bouc émissaire. On a une femelle gnou qui était bouc émissaire, mais qui était arrivée avec un petit en préparation. Ouais. Et chez les gnous, les femelles mettent bas, le groupe fait un cercle pour le protéger. Mais le mâle, il n'arrêtait pas de la repousser, donc elle ne pouvait pas être protégée par le groupe. Ouais. Et mon père a vu ça, il a compris, ils sont appelés par les soignants, il a dit on va faire un cercle nous-mêmes, donc c'est des humains, D'accord. qu'on fait le cercle. Elle a mis bas, le petit est né, elle a élevé le petit. Le petit, quand il a grandi, il est retourné dans le groupe. Ouais. Un peu plus tard, il est devenu plus costaud, il est devenu le nouveau chef. Quand il est devenu le chef, sa mère est rentrée dans le groupe, et puis c'est un autre qui est devenu le bouc émissaire. Mais si on retire le bouc émissaire, dans l'heure qui suit, il y aura un remplaçant. Et alors, votre père, comment c'est lui qui, dans sa vingtaine, a créé ce parc et a ramené tous ces animaux. Vous avez grandi avec ces animaux, vous êtes né ici, vous êtes né avec... Moi, je suis né dans une encyclopédie vivante, donc Voilà. ça m'a pas rendu très studieux. Ça m'a donné surtout envie d'être dehors Très bien. et de regarder. Donc, je suis pas du tout un scientifique. Moi, bêtement, j'ai fait une école de commerce juste à ce que j'ai appris ce que j'avais besoin d'apprendre. Et puis, je me suis mis au travail. Ma mère voulait que j'aille aux États-Unis, mais je me suis dit, vaut mieux travailler pour ceux avec qui un jour je travaillerai. Oui, Parce c'est sûr. que je me voyais mal dire à des personnes à 23 ans, quand je suis du patron, je me serais mal vu de leur dire comment il fallait faire si je ne savais pas déjà appris avec eux comment il fallait faire à leur niveau. Bon. Les camions safari, Ouais. c'est des camions de l'armée, ça sert pour faire des visites groupées. Pour des visites de groupe. Et là, vous voyez, on a mis les batteries. Donc c'était des vieux diesel, enfin ça marchait de l'alcool aussi. De l'armée, ces trucs-là, ça marchait à tout. Et on a mis des passés en batterie. D'accord. Justement pour que ce soit plus sympa pour la balade et même plus écologique pour correspondre à nos objectifs environnementaux, parce que si nous ne sommes pas exemplaires, qui le sera. C'est sûr. Donc on a pu les moderniser, on en a deux, on a pu les moderniser. Ça coûte... Électrifier le camion a coûté 3 fois le prix du camion. Ouais. Voilà, mais bon, c'est normal, voilà. Après ce saut dans le passé, j'aimerais en savoir un peu plus sur le parc actuellement, et pour ça, Anthony Marie, le manager commercial du zoo, m'attend devant le château. Anthony, bonjour. Bonjour, Je viens bienvenue. de parler d'histoire. Merci, je viens de parler d'histoire avec Edmond. Oui. On parle présent avec vous, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. On va être sur le parc et on va parler de ce qui se passe actuellement sur le parc et notre quotidien en fait à Thoiry. Parfait. On y va en golfette? On y va en golfette, bien sûr. Allez, notre c'est carotte parti. pour la journée. C'est ça. Je vois les escargots, c'est quoi le thème cette année? Ah, cette année, c'est le bal des esprits. D'accord. Donc là, effectivement, on a un parcours un petit peu original sur les escargots, mais le véritable thème cette année, eh bien, c'est la fête des âmes. D'accord. Puisqu'on va utiliser bien les animaux morts, en tout cas l'esprit des animaux, pour faire vivre justement ce spectacle. On a tout l'hiver pour pouvoir en profiter de la féerie à la nuit tombée, avec un petit parcours qui va faire un peu plus de 2 km D'accord. et avec plus de 2000 structures lumineuses qui vont scintiller la nuit. Pardon. Qui pense à tout ça justement, à cette... Ah. C'est qui est derrière les manettes? Alors on a une équipe dédiée. On a la chance d'avoir une équipe qui est là avec un régisseur de festival qui s'appelle Cameron, qui est assisté par une artiste qui s'appelle Émilie. Et donc ce sont ces deux personnes, entourées de leurs équipes bien sûr, qui vont œuvrer à créer ces œuvres, toutes les nouvelles œuvres être transmises ensuite à un atelier qui se trouve en Chine. D'accord. Donc ça va être créé bien évidemment à neuf par ces fameux ateliers, et ensuite ça va être expédié directement chez nous, et nos équipes vont s'occuper de les installer, de les relier bien sûr électriquement, et de mettre tout cela aussi en musique. En musique, en et plus. bien sûr, puisque un spectacle n'a d'intérêt que, en plus de la vue, c'est d'avoir du son avec. C'est Il faut jouer tous les sens. Exactement.
C'est marrant ce contraste avec l'automne où normalement justement les feuilles ont tendance à tomber et à s'affaisser, et puis ça dure jusqu'au printemps, là où les vrais pour le coup vont refleurir. Exactement. Exactement. L'avantage de ces structures, c'est qu'effectivement, ça ne fane pas pendant l'hiver. Voilà, exactement. Donc là, on rentre sur la partie zoo, c'est ça? On est sur la partie zoo, avec de très grandes allées, Oui, tout à fait. puisqu'on propose à nos animaux de très très grands espaces. Hein, en plus du safari qui se fait en voiture, Oui. dans la partie zoo à pied, effectivement, l'animal ne tombe pas tout cru dans le bec du visiteur. Il faut prendre le temps de découvrir, de se promener. C'est aussi ça la richesse. Vous voyez, on a de très très grandes allées qui permettent à nos visiteurs de ne pas marcher entassés les uns sur les autres. Tout à fait. On ponctue la visite d'activités, loisirs pour les familles, avec par exemple le grand labyrinthe végétal. D'accord. Donc Oui. c'est un labyrinthe permanent qui permet, avec 2,5 km d'allées, eh bien, à chaque membre de la famille de se perdre pour éventuellement essayer de se retrouver. Oui, c'est ça. Ça peut être intéressant en fin de C'est- journée. En fin de journée, ouais, pour reprendre la voiture. Ça peut être intéressant. Et on va se diriger vers un endroit où effectivement c'est propre. Alors, ça a été créé à Thoiry et c'est propre à tous les parcs du groupe WO. Ce sont les tunnels de verre, D'accord, oui. puisqu'on est reconnu pour cela. On a des tunnels de verre aux lions, aux tigres, aux hyènes, aux gorilles. Et donc on rend le statut de dominant à des animaux qui devraient avoir ce statut à l'état sauvage. C'est important pour les parcs aujourd'hui de se diversifier en créant une attractivité, mais aussi en créant des... on voit par exemple l'orangerie, aussi les salles pour les séminaires. C'est important aujourd'hui de créer toute cette activité autour d'un parc animalier ou autour de Thoiry en tout cas en général. Ah, c'est plus qu'essentiel en fait, puisque d'abord nos visiteurs sont demandeurs D'accord. déjà d'avoir une diversité d'activités. Hein. Il faut savoir aussi que on est dans une société de consommation immédiate Bien sûr. où les gens ont l'habitude, on appuie sur un bouton, j'obtiens ce que je veux, j'ai besoin de manger, je me fais livrer. C'est vrai. Donc ils ont besoin effectivement d'avoir cette diversité. Donc nous devons nous aussi nous adapter tout en respectant le bien-être animal, donc tout en respectant leur moment de calme, tout en respectant la taille de leur territoire, mais il faut pouvoir proposer effectivement à des entreprises de venir travailler, à des groupes de venir profiter d'un moment de loisir, à des comités des comités socio-économiques de venir réaliser leurs arbres de Noël. Bien sûr, tout ça, il faut le conjuguer dans un même espace et en évitant que tous les publics se croisent de trop, parce que forcément, ils ne vivent pas la même aventure. Bien sûr. Voilà, on arrive à ce fameux tunnel de verre qui ont été créés par Paul de la Panouse, notre fondateur. Et le premier tunnel de verre, il est là, c'est celui des lions. D'accord. Et je crois, hein, vous me dites si je me trompe, mais que le tunnel de verre justement a été créé en pensant d'abord à l'animal, Oui. plutôt qu'à l'être humain et le spectateur, c'est ça? Totalement. En fait, le tunnel, il y a un constat. Le lion dort entre 18 et 20 heures par jour. Les visiteurs ont l'habitude, via les reportages télévisuels et via les autres médias comme Internet, de voir des lions qui courent, se reproduisent, changent de groupe. Voilà. Bon, ça, c'est vrai, sauf que sur une journée, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, de manière à être sûr que nos visiteurs puissent voir les lions qui sont sur de très grands territoires, on offre un espace absolument gigantesque, eh bien, on est obligé de créer cette structure qui traverse leur territoire sans affecter leur vie. Ils n'ont pas besoin effectivement d'être affectés par l'être humain, de manière à être sûr à un moment dans la journée, lorsqu'on va lancer quelques steaks histoire d'attirer, quand même. exactement, et puis appâter les fauves, et bien être sûr que les fauves soient visibles du public de très très près. Alors c'est des sensations fortes pour nos visiteurs, tant mieux, c'était pas ça le but initial. Par contre, l'intérêt réel, c'est de pouvoir enfin voir de vrais lions actifs face à soi, ce que l'on voit de manière habituelle dans les médias. Oui, tout à fait. Et en termes de diversification d'activités, il faut savoir que depuis quelques années, effectivement, Thoiry s'est ouvert aussi à l'hébergement. Oui. Donc on a maintenant des hébergements insolites dans le parc, avec une véritable nuit immersive, puisque nos visiteurs sont conviés à dormir avec les éléphants, porteurs d'Afrique, avec les loups arctiques pour la partie Lodge, et avec les bisons, ours, coyotes et loups de Mackenzie pour la partie tanière qui sont sujettes à évolution, qui disparaissent maintenant pour donner place à de nouvelles tanières
D'accord. beaucoup plus confortables, beaucoup plus adaptés aux familles, qui Très vont bien. permettre d'héberger jusqu'à 6 personnes à l'intérieur en total confort. Et quand est-ce qu'on pourra en profiter? On a une Eh ben, date ou on... Dès Noël. Dès Noël. Et c'est notre cadeau de Parfait. Noël. Exactement. Voilà. Et donc, justement, ces cabines où les familles pourront s'immerger sont faites encore une fois dans un intérêt animal. C'est-à-dire que c'est l'animal qui est toujours au centre on met pas Toujours. une cabine pour lui imposer quelque chose. On fait autour de l'animal en discrétion quand même pour Exactement. le bien-être de vos animaux. Exactement, et c'est pour ça que ces nouveaux hébergements qu'on a installés au Loup Arctique et qui vont être installés maintenant aux hébergements des ours sont des hébergements qui sont réalisés de manière artisanale en Europe et qui sont écologiques. Donc déjà, ils se noient dans leur paysage, parce que c'est une structure en bois. Hein. Ce sont des petites tuiles en bois qui sont agglomérées, qui permet effectivement de se confondre, puisqu'on est, là on le voit très bien, Oui. on est dans un milieu forestier, c'est une grande chaînée, Thoiry. Donc ces structures-là permettent effectivement de se confondre avec le milieu, ce qui fait que le loup n'est pas perturbé par la présence de l'homme. Et surtout, l'homme n'a pas d'interaction directe avec l'animal. Il y a une véritable proximité, mais aucune interaction directe. Et systématiquement, nos différents thèmes d'hébergement sont adaptés pour les personnes en situation de handicap. Il y a toujours au moins un hébergement adapté. Inclusivité pour les animaux, mais aussi pour Bien sûr. les visiteurs. On est là, on va dire qu'à Thoiry, il y a deux équipes. Il y a l'équipe qui s'occupe des animaux, puis il y a l'équipe qui s'occupe des humains. Voilà. D'accord. Donc on veille à ce que tout le monde aille bien. Et tout le monde cohabite surtout. Et cohabiter, c'est en harmonie. Tout à fait. Parfait. Vous avez des anecdotes à nous partager justement sur le parc? Alors j'ai un individu dans le parc qui est cher pour moi, parce qu'on est arrivé le même mois de la même année et on a le même âge. D'accord. On n'a pas la même taille, on fera pas cette blague, mais il s'appelle Ben et c'est le mâle éléphant qui est juste derrière. Voilà, donc effectivement, on a, peu importe en fait le métier qu'on exerce dans un parc, il y a de toute façon un moment de l'affect qui s'instaure, Bien sûr. puisque même si on n'est pas censé faire de l'anthropomorphisme, on est avec des êtres vivants, on travaille avec nos collègues du service zoologique qui sont des personnes qui sont passionnées, donc forcément ça les rend très passionnants, Bien sûr. et donc du coup forcément de l'affect s'en mêle. Mais oui, en 20 ans de travail en parc, oui, des anecdotes, j'en ai à revendre, bien sûr. Et une anecdote sur les visiteurs? Est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques particulières qui vous ont... Alors, sur les visiteurs, moi j'ai plein de remarques qui m'amusent. Quand on a par exemple des personnes dans le labyrinthe qui sont perdues et qui vous appellent en vous disant je suis perdu dans le labyrinthe. Et oui, parce que c'est un petit peu le but du jeu en fait. Voilà, mais là c'est assez amusant. Ou quand on a beaucoup d'appels de l'extérieur aussi de gens qui nous disent vous n'avez pas perdu une panthère noire? Alors non, parce que déjà on n'a pas de panthère noire à Thoiry, mais souvent effectivement les personnes qui vivent autour ou qui sont de passage autour du parc, dans l'imaginaire, quand il y a un gros chat noir, c'est une panthère noire. Non, c'est pas une panthère noire, c'est juste un chat qui est bien nourri. Voilà tout ce qu'on peut vous proposer. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anthony, à vous, merci pour votre écoute. pour cette visite. Et puis moi, je repars au château parce que je crois qu'on va parler aussi avenir et présent, Tout à fait. mais pour le château. Et ouais, je vous êtes attendu. Donc je vous Exactement. emmène. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Mais avant de retourner au château, je décide de passer chez Colomba, la fille de Paul de la Panouse, pour découvrir sa ferme un peu particulière. Bonjour Colomba. Bonjour. Bon, j'étais avec Anthony juste avant pour parler du parc aujourd'hui. On m'a dit que j'avais encore quelque chose à découvrir. Tout à fait. Ici, c'est la ferme Les Jardines. Très bien. On est une ferme bio, la seule ferme en Île-de-France et même dans le nord de la France qui fait des fruits exotiques. Ouais, alors qu'est-ce qu'on produit ici Alors ici, on est dans la serre des agrumes, la serre des citrons caviar et des kumbava. D'accord. Et à l'extérieur, c'est les kiwis qui sont un cousin éloigné du kiwi mais tout petit et la peau est complètement lisse, on le mange en entier. Les citrons caviar, c'est des petites perles à l'intérieur qui éclatent de saveur. Et les kumbava, c'est un fruit, un agrume un peu plus gros avec une peau un peu rugueuse. Le zeste est délicieux. Et comment vous est venue l'idée de produire tout ça ici en France
Et en cuisant en plus ici, en pleine campagne. Eh bien, en fait, moi, j'ai toujours été une fervente fan, on va dire, de tout ce qui est bio. Ouais. Je suis aussi très gourmande. Et puis, je voulais un peu diversifier le menu. Donc, je voulais passer au-delà des poires et des pommes, etc. Et donc, j'ai fait une recherche pendant plus de 5 ans des fruits exotiques qui pourraient pousser chez nous, Ouais. ou alors sous serre non chauffée, parce que comme on est en bio, on ne peut pas chauffer. D'accord, ok. Et en plein champ, on a aussi des kakis et des citrons yuzu. Et vous avez aussi une usine de biométhane. Exactement. Ça, c'est pour produire de l'énergie renouvelable, du gaz vert, en fait, à partir de la fermentation des déchets organiques. Donc, typiquement, quand on fait nos tailles, etc., et nos tontes ici, on peut amener les déchets verts à l'usine de méthanisation pour qu'ils soient traités par l'usine pour produire de l'énergie et de l'engrais écologique. Je suis gourmand aussi. Est-ce qu'on peut voir ce que vous faites avec justement les fruits que vous avez ici? Oui, on va goûter? On va aller au labo. On va faire ça. Voilà. Alors déjà, je vais vous montrer nos petits kiwis frais. Génial. Et donc ça, à l'intérieur, c'est un kiwi, c'est ça? C'est ça. Mais version exactement. miniature. Tout à fait. Alors là, les gourmands diront que c'est la meilleure partie de la vidéo. Oui, exactement. Donc là, c'est les kiwis, les kiwai. Donc frais, donc on voit qu'à l'intérieur, c'est comme un mini kiwi. On retrouve vraiment le goût du kiwi. Et c'est juteux et la peau est fine, donc on mange tout. Donc on a tous les bienfaits des vitamines qui sont dans la peau, puisqu'il n'y a pas de poils sur la peau. Et là, on a les pâtes de fruits qu'on vient de déshydrater. D'accord. C'est quoi le secret d'une bonne pâte de fruits, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'une bonne pâte de fruits est réussie? Pour moi, il faut qu'elle reste moelleuse. Hmm. Et il ne faut pas mettre trop de sucre, parce qu'autrement, on perd le goût du fruit. D'accord. Et nous, tout l'intérêt, là, vous allez voir, c'est très intense en fruits. C'est vraiment de garder ce goût fruité, naturel, enfin tous les bienfaits du fruit, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une pâte de fruits de kiwi. Ah, mais c'est délicieux. On pourra en manger toute l'après-midi, c'est pas bien, mais on pourra en manger toute l'après-midi. Et là, on a un autre produit. Ça, c'est nos citrons caviar. Ceux qu'on a déshydratés, ceux-là, ils sont déjà faits. D'accord. Là, vous voyez, ça fait des petites rondelles. Alors là, ça va être fort pour le goût. Mais vous allez voir à quel point c'est parfumé. C'est beaucoup plus parfumé que le citron habituel. C'est fort, hein? C'est fort, mais c'est intéressant. Une espèce de goût un peu poivré, j'ai l'impression, Oui. en fond. Et le goût reste dans la bouche longtemps. Et du coup, on va tester un mélange citron caviar kiwi pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc il faudra revenir pour goûter. Exactement. Eh bien, j'ai très hâte. Et on aura les marchés de Noël, donc typiquement pour les pâtes de fruits. Parfait. Bon, ben, on a hâte de vous y retrouver dans Et ce cas-là. tout est bio Oui, en plus. et local. Et local. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut avoir des produits exotiques qui sont fabriqués ici, en fait, que Exactement. tout est sur place, transformé aussi sur place. Exactement. Et c'est merveilleux ça, de proposer ça. Merci beaucoup pour cette découverte. Merci à vous. Et puis je vous retrouve dans quelques instants à l'heure du thé pour parler de la famille Très de la bien. panouse. On a parlé des fruits, maintenant on va parler de la famille. Avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Je vous laisse enlever la charlotte et tout ça, et puis... Oui.
On m'a dit qu'il y avait la famille de la Panouse au complet. Je me suis permis de passer par les petits chemins du château. Je suis passé par les archives aussi. Vous avez un fond incroyable que vous exposez en bas. Vous avez une partie aussi cachée ici. On n'a pas encore eu le temps d'en parler. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, Paul, sur ces archives? Eh bien, beaucoup de familles se sont éteintes dans les arrière-grand-mères. Les grandes familles comme les Montmorency, comme les ducs de Nevers, les Pontchartrain qui ont donné 11 ministres à la France. Et donc, il y a un énorme fonds d'archives. Et alors, je ne sais pas par quel bout vous prendre, mais déjà, puisqu'on est des dynasties, parlons des dynasties familiales royales. Il y a 580 lettres de la roi et de la reine d'Espagne, Philippe V et Elisabeth Farnèse, à leur fille, la dauphine de France, la première dauphine de France, belle-fille de Louis XV. Et il y a une lettre dans laquelle la reine d'Espagne apprend à sa fille à faire l'amour, parce qu'elle a appris qu'ils étaient jeunes, ils se sont mariés, et ils étaient jeunes, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. Alors, il faut tout trouver un héritier. Et la dernière lettre sur la question, elle lui écrit « En ce qui concerne votre mariage, que je considère comme consommé, si toute ta tête est rentrée dedans, mais point de trop de zèle ne faut, les pendants n'y rentrent point. » C'est une jolie façon. Et une lettre de Louis Ier des Asturies qui écrit au roi, mon très cher grand-papa, j'ai pris l'habit d'homme, c'est un plaisir, votre majesté. La contrainte était fabuleuse. À la fois, il avait une vocation dynastique considérable, et en même temps, c'est au roi, mon très cher grand-papa, il n'y a pas deux manières d'aimer son grand-père ou sa grand-mère. Et la vie affective, c'est trois mots, je, toi et la relation. Il y a une lettre de Louis XV qui est très émouvante. Louis XV a fait détruire toutes les lettres personnelles qu'il avait pu écrire. Il écrivait aux gens, renvoyez-moi mes lettres. Il les détruisait. Il n'aimait pas qu'on connaisse sa vie affective. Il y a une lettre, Louis XV a commencé à la naissance de deux jumelles pour commencer. Une a épousé un des fils de Philippe V d'Espagne, et l'autre est restée à Versailles. Et elle vient de mourir dans les bras de son père. Et Louis XV dit, je ne sais ce que je désire, il écrit, mon cœur est blessé à jamais. Et il a une idée très sympathique. Il écrit au marquis de Crussol en lui disant, votre femme était la meilleure amie de ma fille, la duchesse de Parme. Je souhaiterais, parce que c'est pas le roi qui parle, c'est le père. Je souhaiterais que vous, votre épouse, vous alliez immédiatement en Espagne. Ainsi, ma fille, en même temps que l'atroce nouvelle, aura les consolations de l'amitié. C'est une très belle lettre. Alors, il y a un sceau de Philippe V d'Espagne, qui est très rare parce qu'il a été utilisé entre la mort du père et c'est le propre couronnement de Philippe le Bel. Il y a les premiers livres des finances de la France, les premiers comptes de la France, enfin, les archives sont extrêmement diverses. Il y a une lettre de Jefferson, de Benjamin Franklin. Les Lapanous ont été se battre à la guerre d'indépendance des États-Unis, ce qui fait qu'Edmond et moi, nous sommes membres de l'ordre de Cincinnati. Donc c'est très divers, les archives. Et c'est passionnant parce que c'est la mémoire, c'est notre mémoire. Et justement, vous avez une pièce dans ces archives qui m'a fait sourire en avant. Elle a disparu, et enfin elle a été volée, du moins, et on l'a retrouvée. Oui, alors c'est un broc et une cuvette magnifique de bleu de Sèvres qui a été offerte par la reine Marie-Antoinette à la duchesse de Tourvel, une ancêtre, qui était gouvernante des enfants de France et qui, avec sa fille aînée, Pauline, est allée après accompagner le roi et la reine dans la prison du Temple jusqu'au moment où ils ont été mis dehors. Et la chance a voulu qu'un jeune commissaire-priseur, étant chez un ami, lui dit « Tiens, t'as trouvé ça où ?» « Oh, une brocante. » « Oh, mais attends, j'ai regardé ce que c'est. » Et on a retrouvé. Et celui qui l'avait acheté de bonne foi. Donc, si je voulais la récupérer, il fallait qu'il accepte de me la vendre. Il me l'a offerte. Il n'y a pas beaucoup qu'on donne son nom. Et c'est très généreux. Et du coup, il est revenu à Thoiry. Elle m'avait été confiée par mon arrière-grand-mère, Berthe de Lignacourt-Durfort, qui ne s'est pas réveillée la veille de ses 103 ans. Que je voyais tous les 15 jours, 3 heures, et elle me racontait des souvenirs. Son parrain était né sous Louis XVI. On est ici, donc, dans votre bibliothèque privée. On a les archives en bas, on a l'histoire du château. Vous vivez encore dedans.
comment est-ce que vous conciliez histoire, patrimoine, ouverture au public aussi, puisque le château est ouvert au public, le zoo aussi qui est ici derrière. Comment vous arrivez à concilier tout ça ici en fait à Thoiry? On vit dans un ensemble et avec la vocation d'ouvrir depuis le départ notre famille ouvre son château et son domaine aux autres familles. Donc, c'est partie de la vocation. C'est un choix à assumer. C'est pas un risque accepté. C'est vraiment une volonté. Alors, Colomba et moi, on a vécu avec les visiteurs sous nos fenêtres depuis toujours. Et tout ça s'est adapté. La seule adaptation, c'est peut-être pour ta maman, notre grand-mère, on a caché un tunnel secret pour qu'elle puisse aller se balader dans le parc sans avoir à croiser les visiteurs plus loin, mais dans la partie jardin privé, pour laquelle c'est un jardin privé, sans avoir forcément à croiser. C'était la concession. Vous avez été élevé comme dans ce devoir de transmission et de... C'est pas. Alors c'est sûr que l'ancienne génération, les grands-parents, a été élevés là-dessus, sur ce principe-là. Et actuellement, dans chaque salon, on va sur son smartphone, il y a un QR code, et c'est les ancêtres qui sont dans les portraits, qui font la visite et qui parlent des meubles qu'ils ont achetés, choisis et qu'ils ont utilisés. Ça permet de faire vivre le lieu avec l'histoire et... L'idée, c'est de raconter au public la vie des châteaux. On a un château aussi dans l'Aveyron où on parle beaucoup de la thématique de la vie quotidienne au Moyen-Âge. On a un jardin médiéval qui est là-bas, qui a les plantes médicinales, les plantes pour la cuisine et autres. On n'est pas du tout sur un château fort qui parle de la guerre. Ouais. On est vraiment sur la vie du quotidien. Et ici, c'est pareil, comme on a des archives, qui parfois, dans certains cas, on sait ce qui se passe au niveau hebdomadaire. On est capable de raconter des choses, autant aussi bien des faits que des expériences de vie. Des moments de chagrin, parce qu'il y a un décès, des moments de bonheur, parce qu'il y a eu des naissances. Donc, ça permet au public de faire le lien. Alors, le lien, il n'est pas direct, parce qu'on ne peut pas être là en permanence au public. Vous aimerait bien aussi dans nos activités, mais on fait en sorte que dans nos activités, on ouvre des questions, et puis à chacun de trouver sa réponse. Je le disais tout à l'heure, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec la famille de la Panouse au complet, donc le père et les enfants. Comment vous voyez l'avenir d'ici à Thoiry? L'avenir de Thoiry, il y a l'avenir par rapport au patrimoine historique, mais il y a aussi l'avenir au sujet du patrimoine en fait de la biodiversité. Parce que quand mon père a créé le parc en 68, il a engendré quelque chose de nouveau dans l'histoire du domaine. Et du coup maintenant, non seulement il y a les jardins qui sont classés avec tout le patrimoine végétal, mais il y a aussi le parc zoologique avec des espèces menacées. J'ai créé le premier fonds de dotation en France en 2008 pour la conservation de la biodiversité. Alors là, c'était plus axé sur les espèces exotiques, mais aussi sur la faune locale. Et il y a la création de la ferme aussi, que vous avez vu, avec ses fruits exotiques. Donc, on passe des animaux exotiques aux fruits exotiques, mais c'est aussi une question essentielle par rapport à l'avenir, pas seulement de Thoiry, mais l'avenir au sens plus large. Comment on va gérer le patrimoine terrien, justement, mais la biodiversité, mais le fait que ce soit une ferme bio, qu'on protège l'environnement, qu'on agisse de manière responsable par rapport à la protection des écosystèmes. Donc il y a tout cet aspect-là qui est vraiment crucial. Et peut-être qu'un jour, il n'y aura plus la famille au château. Mais ça va perdurer, même si un jour, c'est plus nous. C'est un moyen de protéger ce... Voilà. Et mon frère, d'ailleurs, est en train de créer un fonds de dotation, pour le patrimoine historique. Et qui a Thoiry Conservation, c'est celui qui a été créé par ma sœur, c'est tout le premier scientifique. Pour la partie scientifique, c'est tout le premier de l'histoire de France, d'ailleurs. Ce qui est différent des fondations, c'est un autre système. Et au niveau de la famille, on va avoir un fonds de dotation, qui est un peu encore dormant, mais qui va être mis en place. Et le fonds de dotation a une vocation d'institutionnaliser quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un vaste sujet pour les châteaux qui ont encore des propriétaires privés, qui
qu'il les ait hérités ou qu'il soit devenu châtelain d'adoption, que j'aime dire toujours, parce que châtelain d'adoption, faut accepter d'arrêter de son entreprise. Souvent, c'est ces gens qui ont une vie professionnelle, ils arrêtent leur vie professionnelle. Ça va du point de vue grand patron jusqu'au facteur. Hein. Il y a un facteur qui a tapé tout un château tout seul et c'est mort. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Mais l'idée, c'est que on devient aujourd'hui un château, on a les mêmes contraintes qu'une entreprise, mais on est une maison patrimoniale. Le fait aussi d'avoir un fonds de dotation, ça permet de protéger pas un château, mais 2 châteaux, deux domaines, et garantir dans la durée leur animation. Et ce sera là où les qui seront les plus compétents pour assurer. Il faut que ce soit un peu plus moderne, un peu plus dynamique, tout en gardant la transmission patrimoniale, culturelle du système pour que ça reste dans la famille, mais on ne limite pas à une hérité. Pas de mosaïque, pas. Non, il n'y a pas forcément le signe parce que c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut des personnes compétentes. On va parler à la table, en caméra, mais on a des familles dans nos cousins. C'est dans notre génération, celui ou celle qui reprend, en général, c'est celui qui a l'appétence et qui a les compétences. Cette sélection-là se fait prime maintenant de plus en plus sur des lignées directes parce que on a tous nos vies. Et surtout, on vit plus longtemps. L'allongement de la vie fait qu'on en est dans des situations où maintenant, moi je l'ai vu chez des cousins, où c'est parmi les petits-enfants qui avaient en fait l'envie de reprendre, mais les parents avaient tous fait leur vie, économique et tout, ils approchaient de la retraite. Donc il y en a pas un qui était vraiment volontaire pour faire le truc. Et il y a le risque, il y a une partie qui veut vendre. Oui. Et ceux parmi ceux qui vont reprendre, on a des jeunes, mais les jeunes, ils se lancent dans la vie, ils n'ont pas les moyens de tout racheter avec tous leurs cousins quand il y a 20, 30 différentes personnes. Enfin, c'est beaucoup trop, ça fonctionne pas. Par contre, dans un fonds de dotation, ça permet de regrouper tout le monde. Pour peu que tout le monde le veuille. Oui. Bon, parfait. On a hâte de voir toi réussir dans les prochaines années, dans ce cas. Pour le côté scientifique, pour le côté patrimoine, histoire. Si tout se passe bien, sur plusieurs centaines d'années, on touche du bois, ça sent du bois. Bon. Je vais devoir vous quitter. J'ai d'autres châteaux à visiter, j'ai d'autres personnes à rencontrer. C'était un immense plaisir de faire cette journée avec vous et de découvrir Thoiry côté zoologique, mais aussi côté coulisses, côté histoire, côté patrimoine. Et moi, je vogue vers d'autres lieux et d'autres personnes. Et nous, on a envie le fait que vous puissiez visiter tous les autres châteaux, parce que nous, on n'a pas le temps, malheureusement, de toujours aller chez les autres. Mais bon, vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube. Avec plaisir. Tout sur YouTube et laissez vos commentaires. Voilà, exactement. Merci infiniment. Likez. Merci. Merci. Merci, au revoir.